Et voici, nous sommes en direct. Benjamin, quel bonheur de nouveau. Bienvenue sur ce live. Merci Chantal. Alors, Bonjour. nous sommes en plein dans la... Oui, bonjour à tous. Nous sommes en plein dans la tourmente, FTX, Alameda, les faillites en cascade, BlockFi, etc. Et c'est le moment vraiment d'actualité de parler de finances décentralisées. Et on insiste sur le D de décentralisé. Voilà. Et donc... Benjamin, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de cette situation actuelle par rapport à la finance décentralisée et de tous les conseils pleins de bon sens que tu donnes à tes apprenants? Alors justement, premier conseil de bon sens, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un exchange, donc une plateforme centralisée, fait faillite que toutes les plateformes centralisées sont à jeter à l'eau et qu'il faut se méfier de toutes les plateformes centralisées. Rappelons qu'on a tous besoin d'une plateforme centralisée pour ne serait-ce que d'abord commencer à acheter des cryptos. Si vous êtes les premiers, si vous n'avez pas encore acheté de crypto, vous allez devoir passer par une plateforme centralisée. Alors maintenant, il y a des astuces. C'est vrai que la plupart des plateformes demandent de votre carte d'identité, etc., pour mieux vous connaître. En fait, c'est la loi. Et alors, vous allez transformer vos euros ou vos dollars ou vos francs suisses en crypto-monnaie. Et après, l'idée, c'est de bien comprendre qu'une fois que vous avez de la crypto-monnaie, ça s'appelle du cash digital. C'est pas pour rien que ça s'appelle du cash, c'est-à-dire que vous pouvez en jouir exactement vous-même, c'est-à-dire de manière privée. Et pour ça, on va vous expliquer comment faire avec les wallets logiciels ou les wallets physiques. Mais on a toujours besoin d'un exchange. C'est comme quand on va dans un pays étranger, on va chez l'agent de change et on change ses euros contre de la monnaie du pays qu'on visite. Ça, ce sera éternellement comme ça. Après, il y a d'autres astuces. Il y a par exemple Mon Pèlerin, dont on en a parlé un peu avec Chantal, qui permet de changer sa crypto sans donner sa carte d'identité. Donc, il y a maintenant des astuces très intéressantes pour éviter de se faire inscrire sur des listes, on va dire. Mais globalement, l'exchange va toujours être utile. Donc, ça ne sert à rien de vouloir dire l'exchange, c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. En fait, cette affaire nous fait prendre conscience qu'on passe par un agent de change. Et comme de la même façon que vous allez chez l'agent de change pour acheter des dollars australiens quand vous allez en Australie, vous ne laissez pas tout votre argent chez l'agent de change. Ça n'a pas de sens. Donc maintenant, effectivement, dans finance décentralisée, il y a décentralisé. Mais une fois de plus, ce n'est pas la peine de jeter aux orties les exchanges centralisés, parce qu'on a vu que chez Binance, par exemple, il y avait des opportunités de placement financier. Il y en a aussi chez Kraken. Chantal, toi et moi, on a un compte chez Kraken. Et on aime beaucoup cette plateforme parce que, par exemple, elle date depuis 2013-2014, ce qui n'était pas le cas d'FTX. Rappelons qu'FTX, c'est 2019. C'est extrêmement récent. Donc, pareil, regardez la structure de la société. Regardez depuis combien de temps elle existe. Kraken existe depuis longtemps. Et là, je regardais justement, j'ai fait exprès, je me suis dit, tiens, puisqu'on parle des exchanges centralisés, on les met tous à la poubelle. Et bien chez Kraken, il y a du stacking. Sur le Polkadot, on est à 9-12%. Sur l'Ether, on est à 4-7%. Sur Matic, on est à entre 5 et 9%, ça dépend. Donc, il y a des opportunités sur les exchanges centralisés. Maintenant, bon sens, un petit peu de crypto chez Kraken, un petit peu de crypto chez Binance, de la crypto dans votre wallet Ledger, de la crypto dans votre MetaMask pour interagir avec les DEX, avec les exchanges décentralisés, on va vous expliquer. Mais c'est comme dans la vie. Quoique non, dans la vie, il y en a qui mettent tout leur argent dans une seule banque. Mais je pense qu'avec l'arrivée des néobanques, moi j'ai plein d'amis, y compris moi, on met de l'argent un peu chez Revolut, chez N26, au Crédit Agricole, à la BNP. Vous voyez, on commence à explorer les profils des banques et les services des banques. Et on ne fait plus comme nos parents qui disaient « Moi, je suis Crédit Lyonnais pendant 30 ans » ou « Je suis Crédit Suisse, là, comment ça s'appelle, la grande banque suisse. » Tu te souviens, avant, c'était ça, on était fidèle à sa banque. Mais quelle stupidité! Oui, il faut dire aussi qu'en France, il est très difficile de construire une relation bancaire. En Suisse, quelqu'un qui veut ouvrir un compte en banque et qui peut montrer les pièces d'identité adéquates, il est toujours bienvenu. En France, il faut presque supplier la banque pour qu'elle vous accepte. Et c'est tout voilà. Et du coup, quand on en tient une, on la garde. C'était l'idée à l'origine. Maintenant, elles sont obligées de s'assouplir parce qu'elles ont beaucoup de concurrence. Mais bon, pour en revenir à ce que tu disais, un petit peu chez Kraken, un petit peu à différents endroits, moi, j'ai confiance dans Kraken. Mais globalement, dans la situation qu'on vit actuellement,
j'ai sorti tout de tout ce qui était centralisé. J'ai différentes clés Ledger et je n'ai rien sur les exchanges. J'ai fait hier une étude de Swissborg et de leur sécurité et du fait que ils font pas de spéculation eux-mêmes. Donc il y a plein d'aspects très intéressants chez Swissborg. Et donc comme j'ai un statut, comment ça s'appelle, Premium Genesis, un truc comme ça, parce que j'avais participé à l'ICO lors de la bulle 2017-2018. Du coup, j'ai laissé ce que j'avais chez eux pour pas perdre mon statut premium et parce que j'ai l'intention de continuer à bosser avec eux. Ils sont vraiment très bien. Je les connais, je les ai rencontrés personnellement en 2017 et de nouveau en 2022. Donc ça, c'est bien. Autrement, d'une manière générale, j'ai tout sur mes clés Ledger. Et d'ailleurs, la principale de mes clés Ledger est dans un coffre ou dans un sous-sol, un truc vraiment très, très, très sécurisé. Et je n'ai même pas les clés privées. Tout est dans le coffre. Donc, même si je me faisais agresser, je pourrais pas. Voilà. Et donc, parce que en fait, très souvent, là où les clients se font avoir et se font détrousser de leurs cryptos, c'est les cryptos auxquels ils peuvent eux-mêmes accéder. Hein, il n'y a pas que les hacks et que les malversations. Il y a aussi les. Donc voilà, donc ça c'est bien. Moi je voulais dire quand même que c'est pas le bon moment pour aller mettre des fonds sur Binance. Moi j'ai même plus rien sur Binance. Franchement, je pense que c'est une période où il vaut mieux être prudent. Hein. En hiver, comment on dit, les écureuils cachent les noisettes au fond d'un trou. C'est pas le moment de les éparpiller. Oui, mais regarde Chantal, c'est intéressant ce que tu dis. Tu gardes quand même de l'argent chez Swissborg, qui est un échange centralisé. Pourquoi? Parce que tu fais du stacking, tu attends des revenus passifs de certaines cryptos. Donc, tu t'exposes à ce risque-là et à mon avis, tu as raison de le faire. C'est comme moi, je garde des cryptos sur Binance parce que j'ai une carte Visa qui me permet d'acheter au supermarché et de dépenser ma crypto. Mais une fois de plus, je ne laisse pas de la fortune. De toute façon, je n'ai pas de fortune en crypto-monnaie, mais je suis raisonnable, c'est-à-dire je laisse 1000 euros, par exemple, 500 euros. Voilà, quelque chose que, effectivement, si demain ça s'écroule et que je perds 500 euros, ça ne m'empêchera pas de dormir, même si c'est beaucoup d'argent, j'ai conscience, etc. Je ne suis pas. Les gens, faut chez FTX, les gens qui ont le plus perdu chez FTX sont ceux qui faisaient du trading. Donc, ils utilisaient la plateforme de trading de FTX. Nous, sur Kraken, il n'y a aucun trading sur Kraken, encore que ça commence à arriver d'ailleurs sur Kraken. Sur Binance, je n'utilise pas les tradings, je n'utilise pas les effets de levier. Donc, tous ces gens-là ont été très greedy, comme on dit en anglais. Ils ont été très. Ils ont visé au rendement maximum. Ouais, exactement. Ils ont visé l'argent maximum. Ouais. Donc, soyez raisonnable. Maintenant, les gens qui retirent tout, évidemment, je comprends que maintenant, le mouvement, c'est ceux qui n'avaient pas de clé de Ledger ou qui n'avaient pas de MetaMask, il est grand temps de s'y mettre. Oui, les commandes Ledger ont explosé. Hein. Oui, effectivement. Mais moi, j'en ai commandé encore une nouvelle d'ailleurs. Parce que je voulais essayer la Nano X. Donc, j'ai commandé tu m'en diras. Moi, j'ai la Nano X, mais je m'intéresserais à avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui a testé la nouvelle. Il y a une S qui a un gros volume possible dedans. Enfin, c'est la nouvelle X ou la plus, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais, S plus ou un truc comme ça. Ouais. Donc, moi, j'utilise la Nano X et j'en suis très contente. Ouais. En fait, oui, c'est un truc que je voulais dire qui est à mi-chemin entre une Ledger Nano X et un exchange hyper centralisé. Ce sont les exchanges qui ont des comptes ségrégés. Ouais. Et ça, c'est assez rare. Et c'est pour ça que j'ai confiance dans Swissborg. Parce que les comptes de l'entreprise sont complètement séparés des comptes des clients. Ils ne peuvent pas aller piocher dedans, contrairement à ce que FTX a fait. Exactement. Puis maintenant, il y a les preuves de réserve. On sait que Kraken a les premiers publié des preuves de réserve depuis déjà longtemps. Et puis oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'il manque les preuves de liabilities, les preuves des dettes qu'ils ont pour prouver que les réserves sont supérieures aux dettes, tu vois. Oui, mais maintenant, Chantal, alors ça, tu as raison. Mais maintenant, tu as vu que tu peux prouver tes preuves de réserve sur ce qu'ils appellent l'arbre de Merkel, c'est-à-dire suivant une logique cryptographique, typiquement sur la blockchain. C'est-à-dire que maintenant, les preuves de réserve, c'est non plus déclaratif, mais tu donnes les numéros de wallet. Donc, Binance a donné ses numéros de wallet. La révolution est immense. Il faut juste imaginer que prochainement, nos banques, je pense que les vraies banques vont être soumises aux mêmes problèmes, enfin, aux mêmes injonctions du monde de la crypto, qui est
Vous nous dites, vous, banque suisse ou vous, banque française, que vous avez tant de milliards d'euros. Prouvez-nous que vous avez tant de milliards d'euros avec un numéro de wallet. La Elles le feront révolution est jamais immense, mais ça puisqu'elles va font la prendre 10 réserve, elles ans. font la réserve fractionnée. Elles font la réserve fractionnée. Oui, Elles ont une toute petite fraction du cash qu'elles ont prêté. Donc, elles pourront même pas faire ça. C'est pas possible. Même si elles voulaient, elles pourraient pas. Elles n'ont pas l'argent, les banques. ouais, ouais, exactement. C'est Mais la donc, elles vont grosse être arnaque. soumises à cette. Les gens s'en rendent Elles pas vont être compte. soumises à. Exactement. Donc, on va réaliser l'arnaque des banques, des vraies banques. Et je réponds à Alexis Moreno, qui dit ici, après le scandale FTX, faites-vous une confiance aveugle à Binance? Je réponds à Alexis, il est pas question de faire confiance aveugle ni en Binance, ni en Kraken, ni en ma banque. En France, j'ai Crédit Agricole, BNP, etc. Aucune confiance aveugle, aucune confiance aveugle. Confiance en moi-même uniquement. Simplement, on me met à disposition des outils. Donc, je prends des risques. Quand j'achète une crypto, quand je vais sur un exchange, j'ai conscience que je prends un risque. Mais je vais vous dire, quand je vais au Crédit Agricole, j'ai conscience que je prends un risque en prenant une assurance vie sur le Crédit Agricole parce qu'il est possible qu'à la prochaine crise financière, les assurances vie françaises tombent et ne soient pas payées. Il faut réaliser ça. Donc, on ne parle pas de confiance aveugle. Justement, on vous parle de comprendre ce qui se passe dans la finance, comprendre ce qu'est une blockchain, comprendre ce qu'est un wallet et comprendre ce qu'est le cash digital. Et ça s'appelle du cash digital pour une raison très claire, c'est que le cash que vous avez dans la poche, vous êtes seul responsable du cash que vous avez sous le matelas ou dans la poche. Et bien la crypto, vous êtes seul responsable de la clé Ledger ou du wallet MetaMask, par exemple, que vous avez sur votre ordinateur. Si votre ordinateur se fait hacker, si vous perdez la clé Ledger, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. C'est du cash digital. C'est très important à comprendre. En fait, les gens, à propos de cash digital, je voulais juste relever que Paul de la chaîne Paul Crypto Formation vient de sortir un comparatif des différents wallets qui nous permettent de prendre soin de notre cash digital. Je vous recommande d'aller voir. Vraiment, en quelques minutes, il nous a condensé une super étude et je viens de l'écouter et je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Vraiment excellent. Et j'ai vu que je viens de l'écouter aussi, j'ai vu qu'il était très Exodus. Moi aussi, j'ai un wallet Exodus, un hot wallet Exodus. J'en ai pas et j'ai envie d'essayer du coup. Pour les petites choses que le petit cash qu'on veut sous la main, ça peut être pratique d'avoir un hot wallet. Moi, j'utilise MetaMask, mais j'ai envie d'essayer Exodus aussi. Et par contre, j'ai rien sur le téléphone. La plupart de mes apprenants sont actifs sur le téléphone, mais pour des raisons de sécurité, moi, l'ordinateur me sert à faire les transactions et le téléphone me sert à les valider et jamais l'inverse. Enfin, voilà, il y a rien que je puisse faire avec que le téléphone exprès pour des raisons de sécurité. Mais par contre, je me rends compte que la majorité des utilisateurs sont vraiment que sur le téléphone. Donc, il faut des solutions qui fonctionnent comme ça. Et toi, quelle est ton expérience, Benjamin? Alors, moi, pareil, moi, je fais toute la crypto sur l'ordinateur. D'abord parce que j'ai des gros doigts, tu vois, j'ai des gros doigts, donc j'ai besoin de grosses touches. Et sur le téléphone, je m'y retrouve pas. Mais surtout pour moi, le téléphone, il est tout le temps posé dans un restaurant, posé à droite, à gauche. J'ai aucune confiance dans cet outil-là. Donc j'ai mon Google Authenticator, j'imagine que c'est à ça que tu fais référence, qui me permet d'accéder à mes exchanges. Et puis j'ai des cryptos sur MetaMask et mon MetaMask, il est sur mon ordi et je fais bien attention de jamais connecter mon MetaMask ou mon ordinateur chez un Starbucks Café, par exemple. Je n'ouvre mon MetaMask qu'à la maison avec mon Wi-Fi sécurisé, etc. Et je fais bien attention de ne pas montrer aux autres que j'ai un MetaMask non. Parce que ça attire l'attention. Aujourd'hui, les gens qui ont de la crypto sont des cibles. Il faut bien réaliser que c'est encore nouveau tout ça. Non, ils étaient surtout des cibles l'année dernière. Là, maintenant que les prix sont bien redescendus, ça s'est un peu calmé. Mais bon, ils resteront des cibles. Ils resteront. Ouais. Ils resteront des cibles. On a une très bonne question là de SMG. Qu'en est-il si le Trust Wallet se fait hacker ou n'importe quel portefeuille? En fait, simplement, comme on possède nos propres clés privées, eux ne les ont pas. Eux, ils nous fournissent un logiciel qui nous permet de les gérer, mais eux, ils n'ont pas copié de nos clés privées. Donc, si Trust Wallet se fait hacker, il y a deux conséquences. La première, c'est que si l'entreprise disparaît, elle ne fera plus de mise à jour logicielle. Donc, dans ce cas, il vaudrait mieux tranquillement transférer nos cryptos à un autre endroit. Et puis, la deuxième conséquence, c'est qu'il peut y avoir du phishing, c'est-à-dire qu'on peut recevoir des emails qui prétendent être Trust Wallet, alors que c'est un pirate qui nous envoie le email et qui essaie de nous faire donner des informations confidentielles. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin? Tu as autre chose à ajouter là sur ce que je viens de dire? Oui, par définition, ce n'est pas un wallet qui se fait hacker. Un wallet, c'est une clé privée
qui est représenté par une interface graphique. Donc MetaMask, on a le petit renard, on a le petit add-on sur Chrome, ou c'est pareil pour Trust Wallet, enfin la plupart des wallets, c'est ça. Donc le wallet détient la clé privée. Et en fait, la clé privée, c'est une chaîne alphanumérique 0x, 27, 42, etc. Et on a simplifié ça avec des mots-clés, en fait. Donc d'ailleurs, j'encourage tout le monde à lire des choses sur cette histoire de mots-clés. Vous savez, les 12 mots, la seed phrase, la fameuse seed phrase, la phrase secrète de Recovery, qui peut être 24 mots aussi. Et en fait, tout ça vient d'un changement en 2013. Ça s'appelle un Bitcoin Improvement Protocol. Et c'est la communauté Bitcoin qui a dit on va proposer à la communauté, au lieu de retenir par cœur ou de noter des chiffres compliqués, une série compliquée de chiffres et de lettres, on va proposer des mots-clés, des mots courants en fait en anglais, et qui vont symboliser la clé privée. Donc en fait, le MetaMask, quand il est hacké, c'est arrivé à des amis à moi, des amis artistes, c'est parce qu'ils reçoivent un mail qui leur dit on adore votre art, on aimerait vous proposer quelque chose de fantastique pour vous, etc. Et cliquez sur le PDF. Et ils ouvrent le PDF. Et le PDF contient un malware qui après prend le contrôle du MetaMask sur l'ordinateur. Mais c'est le principe d'un malware. Il peut prendre contrôle de votre mail, il peut prendre contrôle de votre ordinateur en général, en fait. Donc, ce n'est pas la clé privée qui se fait hacker. Ça n'a rien à voir avec la blockchain. C'est votre ordinateur qui se fait hacker. En fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, on me demandait, donc, j'avais lu, attends, qu'est-ce que j'avais lu? Bon, enfin voilà, oui, donc, en fait, c'est les 12 mots. D'ailleurs, les hackers recherchent la suite de 12 mots ou de 24 mots dans le cloud Microsoft ou dans le cloud Apple. Beaucoup de gens avaient stocké leurs 12 mots MetaMask dans le cloud, et les hackers récupèrent ces mots et génèrent la clé privée sur leur ordinateur à partir de ces 12 mots. Donc, c'est très important de comprendre ça. D'ailleurs, ces 12 mots, en fait, c'est très puissant quand on ouvre un Exodus, par exemple. C'est un wallet logiciel qui gère la clé privée de plein de blockchains, à peu près 150 cryptos, je crois, de mémoire. Donc, on sait qu'à chaque blockchain, il y a une clé privée différente. Mais en fait, le protocole BIP, le protocole de ces mots-clés, est adopté par toutes les blockchains. Donc, il y a déjà une standardisation des blockchains qui permet de générer une clé privée avec des mots-clés, avec une phrase secrète de recovery. C'est très puissant. Je vous encourage à suivre ça, c'est très puissant. Yes. Et là, il y a une... Pardon, ouais. Vas-y, finis. Oui, alors, la question de SMG, très bonne question. Donc, si le Trust Wallet disparaît, est-ce que je peux les encoder ailleurs? Effectivement, c'est ce qui explique Exodus et c'est ce qui explique Ledger, par exemple. Si l'entreprise fait faillite, en fait, les 12 mots ou les 24 mots de la phrase secrète de recovery sont adoptés par la blockchain. Donc, c'est-à-dire que si les entreprises, si MetaMask disparaît, on peut tout à fait aller voir. Alors, il faudra aller voir un ingénieur, mais je suppose qu'immédiatement, le jour où MetaMask fait faillite, vous avez le lendemain matin 40 ingénieurs dans le monde entier qui vous proposent immédiatement un wallet compatible Ethereum. Et la première chose qu'ils vont faire, parce que c'est open source, il faut bien comprendre, le wallet MetaMask, il est open source. Le wallet Exodus, il est open source. Tout le monde peut demain matin reproduire un wallet Exodus, MetaMask. Tout le monde. Et tout le monde peut régénérer un wallet qui va vous demander quoi? Les 12 mots ou les 24 mots en fonction. Ledger demande 24 mots, MetaMask demande 12. Mais en fait, dans le BIP 38, je crois, enfin ce protocole unifié, vous pouvez choisir parmi 2048 mots, je crois, pour générer une clé privée. Mais c'est la blockchain qui la délivre, en fait. Oui, alors si ça se produit, les hackers vont s'en donner à cœur joie pour faire des faux wallets. Et donc, dans ce cas-là, je ne suivrai que les recommandations de Andreas Antonopoulos ou Vitalik Buterin et des liens directs depuis leur Twitter en vérifiant que ce n'est pas un Twitter hacké. Parce que là, le cas échéant, franchement, il faudra vraiment se méfier et aller sur le bon logiciel pour récupérer. Donc, il ne faut pas faire les choses à l'aveugle. Mais effectivement, tu as raison, il y aura toujours une solution. Ça, c'est sûr. Autrement, il y a une très... Oui, pardon, juste pour MetaMask, tu as raison, dans Google, parfois il y a des faux MetaMask, donc des faux sites MetaMask qui font du AdWords, donc qui payent des mots chez Google et ils arrivent en premier. Et en fait, vous pensez downloader un vrai MetaMask, mais vous downloadez un faux MetaMask. Il faut faire très... Mais de toute façon, écoutez, quand on a du cash digital, quand on a de l'argent dans la poche, on fait attention dans le métro, on ne déploie pas ces milliers d'euros dans le métro comme ça. Vous êtes d'accord? Il faudrait être maso. Il faut être maso, ben voilà.
Ben, la crypto, c'est pareil. On fait attention à tout, en fait. On fait tout le temps attention. Bah oui, comme avec le cash. Là, il y a une excellente question remarque de Alexis Moreno. La gestion du cash digital est plus commode sur les exchanges. C'est vrai que on apprécie de pouvoir transmettre à quelqu'un, à une entreprise sérieuse, cette responsabilité de garder, de transférer, de faire les transactions. Et en échange, on paye des frais de transaction et c'est OK. Chacun a sa spécialité. Et donc, on a besoin de pouvoir récupérer beaucoup plus de confiance dans les exchanges qui ne puissent pas faire de magouille. Et donc, pour ça, il y a CoinGecko qui vient d'ajouter une rubrique Proof of Reserve. Je vais vous montrer et je vais montrer aussi, alors, partager l'écran. Est-ce que je peux rajouter, Attends, je vais Chantal, juste... ouais, est-ce que vas-y. je peux rajouter ce que tu viens de dire? Évidemment que les Ouais. exchanges, bien sûr ils jouent là-dessus. C'est-à-dire que gérer son cash digital, bien sûr que c'est une galère. Gérer son cash, imaginez que vous perceviez votre salaire en billets de banque. Où est-ce que vous allez les mettre, ces billets de banque? Sur le matelas? Sous le matelas pendant des années et des années? Ben non, vous allez Voilà, les donc amener il à faut la banque. tu as raison, on a vraiment besoin de ça. Donc ce que je disais, c'est que CoinGecko, regardez, si vous êtes tout en haut, vous cliquez sur Exchange. Ici, il y a un chiffre, hein, 606 en ce moment et vous voyez, ils ont ajouté une colonne réserve data. C'est tout à fait nouveau, hein. Si on va voir sur, Kraken qui reste mon préféré, Kraken est à 10 sur 10 du Trust Score, mais souvenez-vous, FTX était à 10 sur 10. Donc Ouais. le Trust Score ne suffit plus. Par contre, maintenant, il y a cette nouveauté Exchange Reserve. Attends, je vais passer en jaune, on verra mieux mon curseur. Voilà. Exchange Reserve ici. Et là, il y a les informations qu'ils ont données pour les réserves disponibles. Avec, selon les exchanges, ils vont mettre de plus en plus souvent des liens vers des wallets, hein, où on pourra aller vérifier combien de sous il y a dedans. Mais ça ne suffit pas. Alors, Vitalik a sorti, alors ça a fait rire tout le monde, hein, parce que le titre c'est Having safe sex. Donc safe sex, c'est le voilà le sexe en toute sécurité. En général, on imagine des protections qu'on achète en pharmacie, n'est-ce pas? Et ça fait bien rire tout le monde sur Twitter. Et mais n'empêche que c'est une étude très très sérieuse. Donc pour avoir des exchanges centralisés, hein, sex exchange centralisés, qui soient sécurisés, il faut une preuve voilà que l'argent est en sécurité et même plus. Et donc là, il y a évidemment le Merkle Tree dont tu parlais tout à l'heure, Benjamin, tout à fait justement, qui permet d'apporter des preuves sans submerger d'informations, en agglomérant les informations. Il donne des exemples, c'est un peu complexe. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est alors la preuve de ce qu'il possède, ok. Ensuite, il y a la preuve de ce qu'ils ont comme dette. Et voilà, là, c'est les deux images que je voulais vous montrer. Vous voyez, en haut ici, je vais même l'agrandir, celle-ci, parce qu'on a cette capacité. Don't be evil, ça veut dire ne faites rien de mauvais. On leur demande de rien faire de mauvais. Et puis ici, à l'autre extrémité, can't be evil. Donc ça veut dire, même s'ils voulaient, ils pourraient rien faire de mal, hein. C'est donc les deux extrémités. À gauche, on est obligé de leur faire confiance. Ils sont extrêmement centralisés. À droite, ils sont complètement décentralisés, comme par exemple Curve ou le protocole de Uniswap. Et au milieu, il y a tous les intermédiaires. Donc, par exemple, lorsqu'on est extrêmement centralisé, eh bien, on peut avoir des contrôles humains extérieurs, des auditeurs. Mais là, on a vu, c'était très rigolo, hein, entre Gate.io, Crypto.com et puis UOB, ils s'envoient des fonds l'un à l'autre, ils font l'audit, qui est une sorte de photo de la situation actuelle, et ensuite ils se renvoient les fonds au suivant, etc. Donc, ça peut très bien, on peut très bien tricher là-dessus. Ensuite, la preuve qu'on a les fonds, mais ça n'empêche pas que les fonds peuvent toujours être perdus, il peut y avoir des voleurs en interne, etc. Mais au moins, l'exchange ne peut pas se trouver à court de fonds parce qu'il a apporté la preuve des fonds. Et puis ensuite, la version ultérieure, c'est un
un exchange qui peut toujours tricher par le front-running, c'est-à-dire passer le même ordre que nous en avance pour prendre plus de bénéfices, mais autrement, il ne peut pas voler. Donc ça, c'est une solution intermédiaire. En fait, c'est vers ça qu'on tend pour un exchange centralisé. Donc, ça veut dire qu'on confie nos fonds à l'extérieur, mais il est non custodial, il n'a pas nos clés privées. Donc, on pourrait avoir, c'est ça vers ça qu'on tend, mais on l'a pas encore. Hein. On n'a rien de vraiment extraordinaire à ce niveau-là. Mais une solution où on a une sorte de, je sais pas, de Kraken ou de Binance ou de Coinbase qui n'a pas nos clés privées, mais qui a toutes les fonctionnalités d'un exchange. Et il y a des gens hyper sérieux, hyper compétents qui sont en train de créer ça. Voilà. Et autrement, je voulais vous montrer aussi ceci. Donc là, il nous résume les exchanges, par exemple comme Coinbase, hein, qui sont vraiment classiques. C'est eux qui tiennent nos fonds. Et les fonds des utilisateurs peuvent être perdus s'il y a un problème du côté de l'exchange. Et puis, par contre, du côté de l'utilisateur, eh ben, on a l'avantage que l'exchange peut aider à retrouver un fonds, hein, si on a perdu, par exemple, le mot de passe ou des choses comme ça. Tandis que s'il n'y a absolument pas de custodial, hein, c'est-à-dire que c'est que moi qui suis responsable de mes clés privées, comme par exemple avec Uniswap, si je veux interagir avec Uniswap, ce sera forcément avec un portefeuille dont je détiens la clé privée. Je dois valider. Il n'y a pas un intermédiaire chez qui j'ai déposé les fonds. Et donc là, même si l'exchange se faisait hacker ou était malhonnête, eh bien, je peux toujours posséder mes fonds et les retirer et les déplacer. Et donc, je ne vais pas perdre mes fonds. Par contre, si je fais quoi que ce soit de pas bien, j'ai perdu un mot de passe ou quoi que ce soit, eh bien, ou j'envoie mes fonds au mauvais endroit, vraiment, je ne peux. Il y a personne qui peut m'aider. Je suis mon propre service client. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Qu'est-ce que tu voudrais, est-ce que tu as des remarques, des compléments? Oui, mais bien sûr, mais c'est très bien que tu montres ça. En fait, ça fait comprendre que ne cherchez pas très loin. Je veux dire, c'est comme la finance traditionnelle à la banque. Quand vous regardez votre application bancaire et qui a écrit que vous êtes créditeur de 2000 euros sur votre compte en banque, vous avez bien compris que la banque n'a pas les 2000 euros. Enfin, bien sûr qu'elle les a, mais elle les a pas pour vous, en fait. Elle les a pour tout le pays, en fait. Et que vous vous dites, ces 2000 euros, le jour où j'en ai besoin, ma banque les trouvera. Eh ben, un exchange crypto, c'est exactement pareil. Vous allez sur Binance ou sur Kraken et vous dites, j'ai besoin de 2000 USDT, donc de 2000 stablecoins. Kraken va vous dire, OK, pas de problème, voilà, vous les avez sur votre application Kraken. Mais en fait, Kraken ne les a pas alloués à vous, évidemment. Ils les ont alloués à toute la communauté. Et puis le jour où vous en avez vraiment besoin, bah là, ils vont vous les trouver. Ils vont se débrouiller pour les trouver. À la différence d'un exchange décentralisé, et là, on va aborder le gros concept, si tu veux, Chantal, maintenant, de la pool de liquidité. Alors, la pool de liquidité, on y va. Allez, on attaque le morceau. Je vais vous le faire très simplement. Il faut attaquer. À un moment donné, c'est quand même le dur, c'est le cœur de la DeFi, c'est la pool de liquidité. Oui, alors, quand je vous dis que j'ai confiance dans le protocole Uniswap, eh bien, c'est confiance dans leur protocole de pool, justement. Et donc, vraiment, ça vaut la peine de comprendre ça. Exactement. Alors, tu as confiance à Uniswap. Alors, Uniswap, c'est quoi? Alors, partons du départ. Partons de mon histoire. Je vais vous expliquer mon histoire. Donc, j'ai vendu des œuvres d'art digitales sur Rarible, donc qui est une marketplace NFT. Et je vends des NFT sur Rarible. OK? Et je perçois, donc, les gens m'achètent ça et je perçois des Ethers. Mais je gagne aussi le token natif de la plateforme Rarible. Et c'est une crypto-monnaie qui s'appelle le Rari. Okay? Et alors, je perçois, parce qu'en fait, cette plateforme m'encourage, moi, vendeur, moi, artiste, m'encourage à vendre mes NFT en me disant, eh ben, à chaque fois que vous vendez un NFT, vous gagnez du token natif Rarible. Ça s'appelle le Rari. Et puis, bien sûr, je perçois des raris. Et je me dis, bon, maintenant, les raris, c'est bien joli, mais j'aimerais bien avoir du stablecoin ou j'aimerais bien avoir des euros carrément. Enfin, en fait, j'aimerais cash out mes raris, tu vois, le token rari, ma crypto-monnaie rari. Alors, je vais sur Binance et je dis, Binance, est-ce que tu prends mes raris? Il va me dire, moi, Binance, je ne connais pas tes raris, j'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. J'en ai pas. Alors, je vais sur Kraken et Kraken me dit, moi, les raris, j'en ai pas, je ne peux pas te les échanger. Et donc, personne ne veut prendre mes raris. Tu comprends, ma crypto-monnaie rari. Alors, où est-ce que je vais pour changer ça? Eh bien, je vais sur un exchange décentralisé, comme par exemple Uniswap. Et Uniswap va me dire, il n'y a pas de problème, tes raris,
je te les prends et je te les échange contre des Ethers. Alors là, ça me va parce que les Ethers, tout le monde me les accepte, les Ethers. Binance, Exchange, enfin, Kraken, etc. Et pourquoi Uniswap me prend mes raris? Parce qu'il y a des gens, il y a d'autres personnes qui ont mis dans une pool, donc c'est-à-dire qui ont mis dans un grand panier de monnaie, si tu veux, un grand panier, ils ont mis et des raris, des tokens raris, et des tokens Ether. Et ces gens-là, qui sont pour moi des bienfaiseurs, quoi, je me suis dit, enfin, des gens s'intéressent à mes raris, ils ont dit, il n'y a pas de problème, tu as un panier qui est là, ça s'appelle une pool, parce qu'en anglais, une pool, ça veut dire un agrégat, ça veut dire on se met ensemble. Donc, il y a des gens qui se sont mis ensemble et qui ont mis dans un panier de monnaie, un panier de crypto, des tokens raris et des tokens Ether. Ce qui veut dire que moi, je me connecte à Uniswap et j'amène des raris et je dis, je mets des raris et je récupère des Ethers. Ça s'appelle un swap. Et donc, j'ai swappé mes tokens raris contre des tokens Ether. Et je l'ai fait dans un panier où il y a déjà tous les tokens. Donc, il n'y a aucune possibilité de tricher. C'est-à-dire qu'Uniswap ne va pas me dire, j'ai pas encore les tokens, mais je vais les avoir, t'inquiète pas. Un peu comme faisait FTX en disant, je les ai pas encore, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que là, les tokens, ils existent vraiment. Et je vais même aller plus loin. Ils sont verrouillés, ces tokens, dans un smart contract, c'est-à-dire dans un logiciel qui tourne sur la blockchain et qui est a priori inviolable, sauf s'il est mal codé. S'il est mal codé, il va pouvoir, malheureusement, il va pouvoir mal réagir. S'il est bien codé, s'il est bien audité, alors ce smart contract va verrouiller ces tokens et moi, je vais pouvoir échanger les deux tokens, faire un swap de tokens. C'est comme ça que ça démarre Uniswap. C'est sur des tokens dont a priori personne ne veut, qui sont des petits tokens. Mais petit token deviendra grand. En fait, il y a plein de projets qui maintenant sont acceptés par plein d'exchanges. Mais au début, ça sert à ça Uniswap. Deuxième chose, ça sert à avoir des frais de swap qui sont bien inférieurs à des frais d'exchange comme Binance ou Kraken, où là, les frais sont beaucoup plus importants. Donc, on peut avoir moins de frais. Et donc, les gens sont incités sur Uniswap à placer leurs cryptos dans des pools de liquidité. Ça s'appelle une pool de liquidité parce qu'ils récupèrent une partie de ces frais d'échange et ils récupèrent en plus des tokens Uniswap. J'ai essayé de faire simple. Excellent. Et encore plus simple, on peut dire, il y a une piscine avec plein de cryptos dedans et il y a un algorithme mathématique qui va calculer le prix en fonction de l'offre et la demande. Oui, exactement. Parce que parfois, alors vous pourrez, parce que dans ce panier de monnaie où il y a des raris, le fameux token de Rarible dont je viens de parler, et des Ethers, eh ben, il y a peut-être plein de gens qui vont vendre leurs raris, donc ils vont vider le panier d'Ethers, donc tous les Ethers vont sortir. Et donc, évidemment, il va falloir en permanence d'abord réajuster le prix du rari, le prix de l'Ether en fonction du marché réel. Et puis, il va falloir inciter les gens aussi à remettre des Ethers. Donc, il y aura des incitations pour que les gens remettent plus d'Ethers, donc ils percevront plus de frais. Tout ça est géré, tu as très bien raison de le dire, c'est géré par des algorithmes mathématiques très complexes. Tout ça mis dans des smart contracts assez complexes. Enfin, c'est vraiment de la mathématique très évoluée, quoi. Et c'est l'avenir de la banque. Et je sais déjà, et je vous le dis déjà, la Société Générale en France fait déjà beaucoup d'expérimentations là-dessus. Et je vous incite, il y a des vidéos sur YouTube où on voit le patron de Forge. Forge, c'est une structure de la Société Générale qui explore avec MakerDAO, qui explore les stablecoins DAI et qui explique que la DeFi, enfin les principes de smart contract, fluidifient extrêmement rapidement les interactions bancaires et financières et qu'a priori, tout le monde de la banque et de la finance va aller là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, plus vite vous comprendrez ça, plus tôt vous irez là-dedans et vous aurez un avantage concurrentiel gigantesque sur nous tous, en fait, qui allons tous être avalés par ça, en fait. On va être submergés par ça. Mais autant comprendre ce que les banques vont faire avant, autant nous le comprendre avant que les banques le fassent. En fait. Absolument. Je vais répondre à quelques questions. Voyons voir. Ici, nous avons From Africa to the World. Est-ce qu'on peut profiter de la DeFi si on met toutes ces cryptos en Ledger? Alors, Ledger a sorti des outils où on peut faire un apport de liquidité et recevoir un pourcentage entre-temps. Je ne l'ai pas suffisamment étudié pour pouvoir le conseiller. En particulier, je vais vérifier si les comptes sont vraiment ségrégés. Et donc, mais je sais que c'est possible.
Non, moi, je Et te dirais, pardon, Chantal, je dirais qu'on interagit avec la DeFi avec un wallet type MetaMask, qui est quand même celui qui interagit le mieux avec 80% de la DeFi. Et MetaMask, en revanche, on peut le relier à son wallet, enfin à sa ledger, sa clé ledger. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une transaction MetaMask, il faut la valider physiquement avec son ledger. oui. Alors pour ceux qui ont l'habitude de MetaMask, mais pas de Ouais, Ledger, ouais. eh bien, figurez-vous que ça marche à peu près pareil. Alors il y a un logiciel Ledger Live, hein, mais comme Ledger Live ne connaît pas toutes les cryptos, et ce que vous avez l'habitude de faire avec MetaMask, vous pouvez continuer pareil. Simplement, il y a un moment où MetaMask va vous dire cliquez sur les boutons de la Ledger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Mais alors, dans l'autre sens, là, c'était vraiment la demande. Si les fonds sont sur la Ledger, est-ce qu'on peut quand même profiter de la DeFi pour recevoir un revenu passif? La réponse, c'est oui, mais je ne peux pas le recommander parce que je ne l'ai pas encore suffisamment étudié. Est-ce que toi, Benjamin, est-ce que tu as l'info? Est-ce que les comptes sont ségrégés ou pas? Ou c'est encore à étudier? Non, Je pense qu'il faut étudier ça. Parce que c'est très nouveau hein, qu'ils fassent ça. Donc, voilà, j'ai pas encore de retour d'expérience assez sérieux. mais quand tu parles Ensuite, de comptes ségrégés, quand tu parles de comptes ségrégés sur Ledger, Ledger, c'est juste un objet qui détient votre clé privée. Hein. Ledger ne détient oui, rien. oui. Hein. On est Non, d'accord. mais Hein. attends, si tu mets tes fonds en garantie pour recevoir un revenu passif, Ah, c'est sur eux les... qui ont la main. Ils ont la main sur tes fonds, hein, sur la partie que tu leur as déléguée. Donc, J'ai je compris, voulais vérifier que c'était bien ségrégé. ça s'appelle Ledger Live. Vous parlez de l'application Ledger Live qui n'a rien. Ledger Live, justement, Ledger Live a récemment ajouté une option pour pouvoir faire ça. À la base, ils ont aussi ajouté des options pour pouvoir faire des achats et des ventes comme s'ils étaient Uniswap. Mais ça me plaît pas d'ailleurs. Moi, j'aurais préféré qu'il Non, resterait pur parce que je trouve que je tout suis d'accord. logiciel de plus en plus complexe a de plus en plus de failles possibles. Donc, mais par contre, si tout est bien ségrégué, parce ils sont très forts. C'est des gens brillants. Donc, je pense qu'ils ont bien fait ça. Mais je veux l'étudier mieux avant de le recommander. Pour le moment, je recommande juste la partie garde. Voilà. Et puis, je voulais répondre aussi à alors SMG. Est-ce qu'avec les 12 mots du Trust Wallet, si l'application disparaît, je peux les encoder ailleurs? Oui. Alors, reviens en arrière. Tu pourras écouter le replay. Benjamin l'a expliqué très, très clairement. Ah oui, ben, il l'a dit ensuite. SMG, merci, j'ai enfin tout compris. Ah, ça fait plaisir. Ensuite, ok, Lima. Alors, Alexis Moreno, dans l'affaire Enron, il y avait aussi un audit comptable, mais celui-ci était complice de l'entreprise. Il maquillait les comptes d'Enron. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est le problème de la collusion. Et c'est d'ailleurs la grande force de Bitcoin, qui est notre fondation dans le monde des cryptos, c'est que Bitcoin a justement résolu, grâce à la théorie des jeux, le problème de la collusion pour faire en sorte qu'il soit financièrement intéressant de jouer franc jeu, de jouer juste, en fait. Donc, effectivement, c'est aussi le problème que je citais tout à l'heure avec Crypto.com, Huobi et Gate qui s'envoyaient des fonds parmi en vue des audits qui étaient juste une photo à un moment précis. Donc, la solution viendra de connaître les comptes qui ont un certain montant et on peut les voir en live. Hein, les montants ou alors un Merkle Tree qui nous permet de prouver en live que les fonds sont toujours là. Rappelons que l'affaire Enron, moi je l'ai connue très bien, l'affaire Enron, c'est l'an 2000. C'est au moment où l'Internet prenait son essor, il y avait des bulles spéculatives sur l'Internet. Et Enron avait profité de cette spéculation, de cette bulle, pour accumuler des fonds et faire des malversations. Évidemment que Sam Bankman-Fried de FTX, évidemment, a utilisé ça pour faire des malversations, financer le Parti démocrate, entre parenthèses, et s'arranger avec le patron de la SEC aux États-Unis. Donc tout ça est magouille et compagnie. Et une fois de plus, dès qu'une forte technologie vient changer le monde, comme la blockchain va changer le monde, on en est convaincu, bien sûr que des arnaqueurs vont s'engouffrer là-dedans, évidemment. Tout comme les arnaqueurs se sont engouffrés dans l'or, dans l'argent, dans la banque, il y en a partout des arnaqueurs. Donc c'est à vous, c'est pour ça qu'on fait ça avec Chantal. Franchement, nous on y croit, on veut transmettre notre savoir parce que on veut éduquer les gens, on veut leur dire vous avez un pouvoir immense qui arrive maintenant pour vous, mais prenez-le ce pouvoir, prenez-le en main très vite parce que les autres vont l'utiliser contre vous et vont l'utiliser pour vous manipuler. Ne vous laissez pas manipuler, prenez ça en main. Et j'aime bien la question de Brian aussi qui dit, tu vois, je souhaite transférer des wrapped Bitcoin dans la chaîne Polygon en BTC via Uniswap. Là, c'est très technique, je ne vais pas répondre tout de suite parce que je pense qu'on va perdre tout le monde avec ça. Mais j'aime bien cette question parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse donc fortement à la DeFi, qui doit connaître et qui dit, OK, donc en fait, pour dire aux autres, voyez,
il y a possibilité d'avoir des bitcoins qui sont synthétisés en fait sur d'autres blockchains, parce qu'évidemment, le bitcoin ne peut pas bouger de sa blockchain, il doit rester dans la blockchain bitcoin. L'Ether ne peut pas bouger de sa blockchain. Donc, sachez que la finance décentralisée, ça sert aussi à ça. En fait, ça sert à prendre des tokens, à les amener sur d'autres blockchains, en fait, via des outils synthétiques, en fait, via des outils financiers, pour pouvoir les stacker, pour pouvoir faire des rendements passifs sur d'autres blockchains avec du Bitcoin, des Ethers, etc. C'est quelque chose d'assez… en fait, c'est un domino, enfin, c'est-à-dire c'est une succession de… Enfin, c'est plutôt des Legos, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est plutôt des Legos successifs qu'on empile. Et c'est exactement ce que fait la finance traditionnelle depuis une centaine d'années. C'est-à-dire, ils vont faire des produits financiers pour qu'il y ait du dollar partout, qu'il y ait du franc suisse sur tous les marchés, pour qu'il y ait… Vous savez que le Forex, c'est le marché des devises. Donc, l'échange des devises, c'est le plus gros marché du monde, bien avant le Nasdaq, bien avant Wall Street. Le Forex, c'est le plus gros marché boursier du monde, les échanges de monnaie. Et alors là, pour compléter ce que tu viens de dire très, très justement, je voudrais préciser que dès qu'on wrap du Bitcoin ou autre chose pour l'utiliser à un autre endroit, on ajoute une couche de risque de l'entreprise ou du protocole qu'il a vraiment, qu'il a transformé, qu'il a capturé pour changer son format, pour le déplacer. Et donc, ça augmente le risque de perdre le capital, de perdre le Bitcoin de base. Hein, il faut le savoir. Et puis, donc il faut choisir des outils totalement décentralisés et très sécurisés. Il faut faire vraiment très attention avec ça. Si vous voulez que vos bitcoins soient vraiment en sécurité, gardez-les au format bitcoin dans un wallet purement bitcoin. Ok. Ensuite, une autre chose, c'est que c'est assez complexe et que je recommande à ceux qui veulent faire ça de commencer avec des petits montants et de bien vérifier tout le processus dans les deux sens avant de faire des plus gros montants. Voilà. Et mais sinon, c'est vraiment chouette, quoi. Oui, c'est très excitant. Ouais. Tu as raison, Chantal, Chantal, tu as tout à fait raison de dire, commencez par, allez, 100 euros, 200 euros. Vous pouvez tester la DeFi avec 100 euros. Franchement, sur Polygon, parce que Polygon, il y a des frais de gaz de 1 centime, quoi. Donc, et Chantal a raison, l'idée de la DeFi, c'est quand même de garder ces tokens nativement sur chacune des blockchains. Ça, c'est pour stacker, enfin, pour garder ces blockchains bien au chaud. Mais après, si vous voulez expérimenter des revenus passifs, il va falloir à un moment donné expérimenter des outils risqués. Bien sûr. Vous savez tous que la courbe du risque, c'est vraiment, elle est totalement linéaire. C'est-à-dire, plus je prends un peu plus de risques, j'ai un peu plus de revenus. Plus de risques, plus de revenus. Elle est vraiment, elle est linéaire, la courbe du risque. Hein. Donc, la DeFi, c'est du risque. Le rendement passif, c'est du risque. Tout ça, c'est du risque, on est d'accord. Donc, ne risquez que ce que vous pouvez perdre, ça, c'est la base. Et puis, expérimenter pour deux raisons, pour un revenu passif, mais aussi expérimenter pour la maîtrise des outils. Le jour où vous maîtriserez vraiment les outils, le jour où le bull run va revenir, parce que le bull run reviendra comme à chaque fois. J'ai vu une magnifique vidéo, je ne sais plus, je crois que c'est Richard Détente sur Grand Angle Crypto, qui a retracé tous les bear markets depuis 2010. Et il y en a eu 5, 6 ou 7 des bear markets, et à chaque fois, moins 80%, moins 90%. Et à chaque fois, ça repart. Il faut bien comprendre le phénomène des cycles. Et donc, quand tout ça viendra avec la DeFi, donnera des rendements absolument incroyables, alors vous devez être prêt, vous devez avoir compris et vous devez avoir esquivé toutes les arnaques et tous les scams. Et surtout, comme dit Chantal à chaque fois, bravo Chantal, prenez vos bénéfices à chaque montée, prenez vos bénéfices. Ce que moi, je n'ai pas fait, les erreurs de débutant. Toutes les erreurs. Ouais, mais j'ai passé par là au début, quoi, parce qu'on pense que ça va continuer à monter, parce que les fondamentaux sont excellents, tout le monde est excité. Mais il faut vraiment déjà récupérer la mise de départ, vendre à moitié à x2, ça c'est super important. Et ensuite prendre des bénéfices régulièrement. Au sujet de Polygon, moi vraiment j'adore Polygon parce que j'aime le fait de rester dans l'écosystème Ethereum et j'aime le fait d'avoir des frais de transaction très bas. J'aime le fait qu'ils ont fait des partenariats avec plein d'entreprises prestigieuses, Disney, machin, tout ça. C'est vraiment très bien. Par contre, il faut être conscient que Polygon est trop centralisé par rapport à la philosophie d'origine de la blockchain. Et donc, il faut être conscient que c'est pas complètement idéal non plus, et que plus c'est centralisé, plus on prend un risque aussi sur le capital.
Et là, il y a une question de nouveau from Africa to the world. Est-ce que Chantal prend tout son stock crypto pour faire de la DeFi ou les conserver simplement sur du long terme sans revenu passif? Alors moi, je suis assez prudente sur le capital. J'ai vraiment du mal à faire confiance à qui que ce soit pour confier mon capital. Donc, ça fait depuis le début de la DeFi, hein, vraiment depuis les tout premiers outils, depuis l'existence de Maker, je crois, que j'ai fait des tas de tests, mais chaque fois avec 50 € ou 100 € pour tester un peu les différents outils. Et j'ai jamais mis des gros montants parce que j'ai du mal à confier mon capital à quelque chose qui pourrait disparaître ou qui pourrait avoir une faille ou un hack ou Dieu sait quoi. Donc, je suis pas un très bon exemple pour ça. Par contre, je pense que quelqu'un qui voudrait s'y mettre et confier une partie de son capital dans la DeFi pour avoir un revenu passif, je pense que c'est bien de se faire accompagner. Donc là, Benjamin, est-ce que tu peux donner quelques retours d'expérience parce que les gens, en fait, c'est tellement facile de perdre le capital et c'est vraiment important de se faire accompagner. Est-ce que tu peux en dire un peu plus à ce niveau-là? Oui, dans le sens où, par exemple, moi, je fais de l'accompagnement sur les wallets crypto. Donc, je fais un workshop justement le 15 décembre prochain sur wallet crypto, c'est-à-dire en fait, la base de la DeFi, c'est d'abord maîtriser son portefeuille, donc son wallet, comprendre ce qu'on possède et comprendre surtout l'agilité, avoir l'agilité de pouvoir faire circuler sa crypto-monnaie d'un wallet à un autre, d'un wallet Ledger à un wallet MetaMask, d'un MetaMask à son exchange, parce qu'à un moment donné, on peut aussi vouloir transformer en euros, on peut avoir besoin de liquidité. Donc, il faut avoir, j'ai remarqué, moi, tous les apprenants vont me voir, y compris ceux qui ont de la crypto, ont un mal fou à imaginer où est leur crypto exactement et quelle est la difficulté de les transférer d'un wallet à un autre, d'un exchange à un wallet. Donc ça, j'explique ça vraiment de manière très concrète, très pratique. Après, bien sûr, ça s'appelle du risque, en fait. Ce que tu dis, c'est les rendements passifs. Alors, soit vous adoptez, et on l'a dit avec Chantal, et je viens de le redire, soit vous allez sur du revenu passif sur un exchange centralisé comme Binance, comme Kraken. Sur Binance, n'oublie pas, tu te souviens, Chantal, la semaine dernière, on avait parlé de 8% de revenus passifs sur du stablecoin, sur du BNB, non, sur du BUSD, sur du stablecoin BUSD. Alors, on ne pouvait pas mettre plus de 2000 €, mais enfin, c'est déjà ça. Et puis, sur Kraken, on peut mettre beaucoup plus et on a du rendement de 9%, 9 à 10% sur du Polkadot, sur de l'Atom, sur du Matic, etc. Mais vous êtes dépendant de la plateforme. Donc, vous pouvez essayer ça si ça vous rassure. Et puis, moi, je vous incite à aller on parlait de Polygon. Alors, il y a une plateforme qui s'appelle QuickSwap, qui est le DEX. Donc, le DEX, c'est le Decentralized Exchange, qui est un des plus performants sur Polygon, où là, on peut utiliser les pools de liquidité, par exemple du Matic et du Wrapped Ether. Donc, a priori, on ne va pas parler de Impermanent Lost, mais ce sont deux tokens qui ont tendance à bouger dans le même sens. Il faut savoir que l'avantage et le désavantage du marché crypto, c'est que toutes les cryptos montent quand ça monte et toutes les cryptos descendent quand ça descend. Ça, c'est vraiment, à part quelques rares exceptions. D'ailleurs, dès qu'il y a une exception, c'est toute la communauté pointe sur la crypto qui est montée alors que tout descend. Mais l'avantage des pools de liquidité, c'est quand même les tokens bougent un peu dans le même sens. Et là, vous pouvez avoir jusqu'à 30, 40, 50% de rendement passif sur QuickSwap. Et en plus, vous gagnez du token natif de QuickSwap, le Quick, qui peut être farmé. Donc, ça s'appelle du yield farming. Donc, il peut aussi vous obtenir des rendements si vous le bloquez. Donc, bon, là, on ne rentre pas trop dans le détail, c'est un peu technique, mais pour vous dire que il faut tester, en fait. Mais c'est comme la crypto, je suis persuadé que tous les gens qui nous écoutent ont commencé par tester la crypto avec 100 € ou 300 €. Moi, j'ai commencé à tester avec 500 € un jour. Et c'était sur Kraken il y a 5 ans. Et la première chose que j'ai fait, Chantal, je pense que tu as fait ça aussi, j'ai envoyé 500 € et j'ai tout de suite demandé à récupérer 100 € sur mon compte en banque pour être sûr que ça marche dans les deux sens, en fait. Et ça a marché très bien et ça marche toujours très bien. Faites le test, quoi. Essayez, quoi. On ne vous dit pas que ça va aujourd'hui changer votre vie, mais la DeFi, elle est là pour les 30 prochaines années. Donc, plus tôt vous allez vous y mettre, plus tôt vous allez être à l'aise avec ça. Et vous pourrez alors, quand vraiment le bull market va recommencer, vous pourrez avoir des performances mais exceptionnelles. Excellent.
Excellent. Alors, on n'a encore pas parlé du PDF. Ah bah oui, mon e-book, oui, tu as raison. Ton e-book. Donc, en fait, cette série de live qu'on fait sur la finance décentralisée est basée sur le e-book de Benjamin. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Alors, attends, partager l'écran. Voilà, je vous montre ici. Donc, on en était, je crois, à la page 15, mais je vous montre le haut. Voilà. Donc là, c'est vraiment un e-book de 22 pages, très complet sur la blockchain en général, les wallets et la finance décentralisée. Et on en était resté à peu près à la page 15. Voilà. On a parlé donc de non, 14, pardon. On a parlé des exchanges décentralisés, de la pool tout à l'heure. On a parlé des revenus passifs avec lending et borrowing. Donc, ça, c'est quand on fait des prêts et des emprunts ou alors de l'apport de liquidité. Maintenant, les exchanges utilisent le même vocabulaire pour tout le monde. Hein. Ouais. Et on n'a pas encore parlé des actifs fractionnés. Ça, je pense qu'on en parlera la prochaine fois. Ouais. Mais est-ce que tu as encore d'autres choses à dire au sujet de cette page Oui. 15? Oui, parce que on a parlé des poules de liquidité. On a dit que tout à chacun peut effectivement. Alors, c'est ouvert au grand public. Sachez que vous pourriez abonder dans une poule de liquidité avec 50 $. Vous pourriez tout à fait aller sur Uniswap et dire j'ai du token, je sais pas, j'ai de l'Ether et puis j'ai un stablecoin, par exemple USDC. Eh bien, vous pourriez tout à fait mettre 50 $ de Ether, 50 $ d'USDC dans la même poule de liquidité et vous obtiendrez des rendements passifs. Vous obtiendrez une partie des frais de swap que payent les utilisateurs. Donc ça, c'est une première chose. Et puis lending borrowing, Chantal, tu parles toujours de AAV, qui est effectivement un protocole décentralisé qui est extrêmement performant dans le lending borrowing, c'est-à-dire on peut emprunter des tokens et on peut prêter ces tokens. En fait, donc vos tokens, si vous voulez les prêter, vous les mettez dans une pool de liquidité, encore une fois, et ces tokens vont être prêtés à des utilisateurs du protocole qui vont déposer ce qu'on appelle un collatéral. En fait, aujourd'hui, dans le monde des crypto-monnaies, c'est pas comme à la banque. Aujourd'hui, à la banque, vous allez voir votre banque pour acheter une voiture, ils vont regarder qui vous êtes, un bilan, vos fiches de paye, etc. Et donc, ils vont vous prêter sur la base d'une confiance, en se disant, cette personne-là a un salaire, elle va me rembourser. Dans la DeFi, aujourd'hui, il n'y a pas question de salaire, on ne vous demande pas votre fiche de paye. Simplement, c'est un peu comme le monde piété à Paris, on appelle ça le crédit municipal. Vous savez, il y a des gens à Paris, dans le crédit municipal, vous amenez une montre ou des bijoux et vous avez besoin de 10 000 €. Alors, on vous prend votre montre et vos bijoux, on vous donne 10 000 €, mais on vous dit dans un an, il faut nous rembourser. Et si vous nous remboursez avec intérêt, vous récupérez vos bijoux et votre montre. Et bien, dans la DeFi, c'est pareil. Vous allez amener ce qu'on appelle en collatéral, vous allez amener des cryptos en disant, par exemple, je vous donne un Bitcoin, gardez le Bitcoin, ils vont le loquer, et en échange de quoi ils vous prêtent. En général, c'est 70% d'un Bitcoin. Donc, ils vont vous prêter 70% d'un Bitcoin. 70%. 70% en français. Pour les Français. Moi, je suis suisse, toi, t'es belge. On dit moi, 70. je suis entre les deux maintenant. J'ai vécu 15 ans à Bruxelles et maintenant, je suis en France. Donc ah ouais, d'accord. Ouais. Aujourd'hui, ça marche par collatéral. Donc, ce qui veut dire d'ailleurs, c'est très rassurant, ça n'a rien à voir avec la banque, ce qui veut dire que le jour où vous ne pouvez pas rembourser, hop, le protocole va engouffrer votre Bitcoin, bien sûr. Mais donc, il n'y a plus aucun risque systémique de pyramide de Ponzi, c'est-à-dire de protocole qui va vous dire oui, oui, le Bitcoin, mais en fait, votre Bitcoin, c'est trop tard, on l'a échangé sur les marchés financiers, on a joué avec. En fait, le protocole, en fait, le smart contract ne va pas jouer avec votre Bitcoin. Le smart contract, c'est du code informatique. Il ne va pas faire comme Sam Bankman-Fried, il ne va pas s'acheter une Ferrari à Dubaï avec votre Bitcoin. Parce que c'est du code. Et le code ne triche pas. Le code n'a pas les sentiments humains. Enfin, pas encore en tout cas, à ma connaissance. À condition qu'il soit bien audité. Parce que moi, je lis les rapports d'audit. Et dans les rapports d'audit, des fois, il y a des pièges. Il y a des problèmes qui n'ont pas été solutionnés, qui ont juste été acknowledged, donc qui ont juste été admis. Typiquement, que les fondateurs ont les clés privées qui permettent de modifier le code lui-même. Hein. Et dans ces cas-là, c'est un drapeau rouge. Donc, il y a encore des subtilités. Hein. Mais sinon, c'est exactement comme tu viens de dire. Il y a deux questions intéressantes. Il y a Christopher qui me dit prêteur sur gage. Oui, bien sûr, c'est du prêt sur gage. Ça s'appelle même exactement du crédit lombard. Ça vient des banquiers lombards à l'époque du Moyen-Âge, au XIIe siècle, XIIIe siècle,
qui faisait exactement ça. Vous ameniez de l'or et puis on vous donnait de l'argent. Bon, c'est comme ça qu'est née la banque. D'ailleurs, elle est née grâce au prêt sur gage. Exactement. Et puis il y a une autre question d'Alexis Moreno qui parle, j'ai pas compris, impermanent loss. Alors l'impermanent loss, c'est pour faire très vite, c'est la différence entre, comme dit Chantal par exemple, vous gardez vos tokens, vous n'y touchez pas. Voilà, vous gardez vos Ethers et vos bitcoins, vous n'y touchez pas. Combien vous auriez gagné au bout d'1 an? Et puis vous allez mettre vos Ethers et vos bitcoins dans un protocole décentralisé. Combien vous allez gagner avec ce protocole décentralisé? Et en fait, le seul problème, le vrai problème des pools de liquidité, c'est quand les tokens montent et descendent de manière différente. Par exemple, si vous avez un stablecoin qui vaudra toujours $1, et vous avez de l'Ether qui fait comme ça tout le temps, qui bouge tout le temps, et que dans la pool de liquidité, quand vous vous retirez, on vous donne que des Ethers et plus d'USDC, par exemple, de stablecoin, et que l'Ether a perdu, alors vous avez beau gagner des frais de swap, et ben vous récupérez des Ethers qui valent moins qu'il y a 1 an quand vous les avez mis dans la pool de liquidité. Ça s'appelle, j'ai essayé d'être simple et clair, ça s'appelle impermanent loss, c'est-à-dire vous auriez à ce moment-là plus intérêt à garder vos Ethers tranquillement dans un coin et ne pas aller sur une pool de liquidité. C'est pour ça que moi je conseille toujours pour commencer des pools de liquidité avec 2 stablecoins. Donc, ça peut être USDT, USDC, qui sont 2 stablecoins très connus. Et à ce moment-là, les 2 ne bougent pas. Donc, les rendements que vous allez vous faire sur un stablecoin, c'est que du bonus. Parce que le stablecoin, le jour où vous allez le sortir de la pool, il vaudra toujours $1. De toute façon. Il n'y a pas de fluctuation. Yes. Bon, mais je crois qu'on a bien avancé là. On continuera la prochaine fois. Ouais. La prochaine fois, je pense que ce sera plutôt vers l'heure du genre écouter en mangeant, tu vois, plutôt vu que j'ai un décalage horaire. Je suis en déplacement. C'est pour ça que vous voyez ce joli micro, n'est-ce pas? Parce que j'ai remarqué que c'était vraiment la meilleure qualité. J'en ai testé 4 de micros différents, c'est la meilleure qualité. Donc voilà. Et donc, je pense que ce serait bien si on le fait vers 13h, comme ça les gens ils écoutent en mangeant. Pour ceux qui peuvent, ce serait pas mal et moi ça m'arrangerait mieux par rapport à mes horaires ici. Okay. Yes, bah écoute Benjamin, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, tout le monde. Et on mettra la date du prochain rendez-vous dans la description et Benjamin et moi nous le communiquerons également sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Voilà. À bientôt. Bye. Bye.